bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois d'avril et également mon bilan du Readathon Booktube Québec. Au mois d'avril, j'ai lu au total 11 livres. Il y a une seule lecture qui est en dehors de ma pile à lire que je m'étais fait, dont vous pouvez aller voir, je pense que c'est ici. Sinon, j'ai l'air comme c'était l'autre bord, là. C'est pas la fin du monde. C'est ça, ma pile à lire, je l'ai respectée. La seule lecture que j'ai fait, c'était ma lecture commune avec quatrième de couverture, Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin. Vous pouvez aussi aller voir cette vidéo que j'ai postée un petit peu plus tôt dans le mois. Donc, à part ça, je suis restée fidèle à ma pile à lire. Ça m'étonne. J'ai lu 7 catégories sur 9. Fait que c'est pas si mal. Les 2 catégories que j'ai pas lues, j'en ai parlé dans ma pile à lire du mois de mai. Donc j'arrête juste de plugger mes autres vidéos. Mais dans le fond, j'ai pas lu mon livre préféré qui est Mannequinettish de Naomi Fontaine. Et j'ai pas lu la non-fiction qui est Debout de Rose McGowan, mais je vais le faire en mai. Je vais passer tous les livres que j'ai lus en vous donnant un mini résumé, mon opinion, et je vais vous y aller dans le sens des catégories du défi du Readathon Booktube Québec. Comme ça, je pense que ça va être plus facile d'organiser les choses. C'est majoritairement des romans ce mois-ci, fait que j'aurais pas, comme les derniers mois, je pourrais pas vraiment faire des catégories super différentes, là. En tout cas, bref, j'arrête de parler, je commence. Première catégorie, c'était un week-end à 1000 pages. J'en ai fait un vlog, je vais arrêter de plugger, là, mais j'ai beaucoup posté de vidéos ce mois-ci, fait que c'est facile d'avoir suivi un peu mes lectures. Pendant ce week-end à 1000, j'ai lu 3 livres. Donc, le premier, c'est La Bête et sa cage, et ensuite... Abattre la bête de David Goudreau, les 2 publiés chez Stanké. Donc, c'est la suite de la série La Bête. Dans La Bête et sa cage, on va suivre le personnage principal, dont j'oublie le nom parce que je pense qu'il le dit 2 fois dans le tome 1, puis c'est tout. Il est rendu en prison et c'est un peu sa vie de prisonnier, comment il gère ça, comment il se fait des amis, comment il essaie de tirer son épingle du jeu. J'ai vraiment aimé ce tome-là, j'ai ri, ça m'a touchée, j'étais comme moi. Là, j'allais dire un mauvais mot, mais j'étais vraiment comme choquée par certains de ses agissements, mais ça m'a vraiment plu comme livre. Ensuite, dans Abattre la bête, on le retrouve quelques années plus tard. Il est rendu dans un asile... un genre d'institut psychiatrique dont il va s'échapper dans les premières pages. Et là, il va essayer de vivre sa vie de personne dans la rue sans se faire retrouver par les policiers et en essayant de retrouver sa mère qui est comme sa quête depuis le début de la série. Moi, je crois que c'est ce tome-là que j'ai préféré. J'ai trouvé que ça bouclait bien la boucle, que le personnage était vraiment riche. C'est vraiment difficile d'en parler sans dévoiler qu'est-ce qui se passe, surtout si je parle du dernier livre de la série, mais moi je recommande vraiment la série de David Goudreau parce que je crois que c'est un incontournable en ce moment de la lecture de la littérature québécoise. C'est vraiment bien écrit. Ça peut être votre tasse de thé pour ben du monde. C'est assez passe-partout comme lecture. Donc pour la série La Bête, je donne 4.5 sur 5. Pendant ce week-end à 1000, j'ai décidé de lire un deuxième conte interdit qui est La Petite Sirène de Sylvain Johnson, publié chez les éditions Ada. C'était pour faire la lecture commune du groupe Québec Livresque sur Facebook qui est animé par Petite Bulle. Je vais mettre ça en barre d'infos. C'est un livre que j'ai pas choisi en fait, que j'ai juste choisi de participer à la lecture et de le lire dans ce cadre-ci, mais comme c'est peut-être pas par lui que j'aurais commencé. Et puis je vous recommande pas non plus de recommencer par ça. J'ai vraiment détesté ce livre-là. Premièrement, j'ai pris le temps d'aller lire le conte de Henderson. J'ai réécouté La Petite Sirène de Disney parce que c'est comme pas mal 2 grosses influences sur ce conte-là. Puis après ça, j'ai lu ça, puis ça a juste tellement pas rapport. Comme la seule chose qu'on garde, c'est l'aspect de la petite sirène. Puis ça, c'est quand même cool parce que l'auteur il a choisi de prendre une condition médicale qui existe, ça fait que tu nais avec les jambes soudées, mais il y a une personne dans la vie qui a réussi à survivre de ça. La plupart meurent dans les quelques heures après leur naissance. Fait que c'est un peu exagéré de créer une histoire avec une personne qui a cette condition-là. Mais genre, dès le départ, elle est tellement dans la misère. J'ai beaucoup d'opinions, mais je vous ai même pas dit de quoi ça parle. Mais en gros, c'est quoi son nom?
Je suis vraiment nulle pour les noms là, des personnages. Angela. Angela, quand elle naît, sa mère meurt parce que c'est un accouchement très difficile et son père se suicide quand il voit la condition médicale qu'elle a. Donc, elle est orpheline et elle n'a même pas une journée de vie. Elle va se faire recruter par un cirque ambulant et dans ce cirque-là, ben, on va abuser d'elle, on va, ben, bien sûr, c'est comme une bête de foire, mais on va aussi s'en servir comme esclave sexuelle, l'humilier, peu importe. Donc, c'est ça, elle va finir par s'enfuir du cirque avec ceux qui font partie de ce cirque ambulant-là. Ils vont réussir à s'en défaire et là, après ça, c'est là que ça part en couille. Il y a un gars qui est venu au cirque, qui tripait sur Angela, puis là, il y a comme une obsession, puis il veut la retrouver, mais là, elle s'est enfuie, fait qu'il court après dans le Québec. Puis là, à la place que ce soit le dude qui court après, il envoie genre des policiers corrompus courir après elle. Puis là, ses amis qu'on n'avait pas vraiment entendu parler dans la première partie du roman, et ben là, tout d'un coup, ils deviennent super, genre, protecteurs envers Angela. Et là, essaie de la cacher. Là, il l'amène voir une fille qui a comme un genre de bar de danseuse bizarre, tu sais, un petit peu next level. Ça, ce bout-là, c'était intéressant, puis j'aurais aimé que ça soit juste ça, genre le... pas qu'il y ait la suite, là. Puis cette fille-là, ben, elle va demander à Angela de danser, puis de convaincre un dude, là, que est excitante et tout. Puis là, si le gars il est convaincu, là, elle va lui permettre de rencontrer une fille qui pourrait l'opérer pour qu'elle ait pas sa condition médicale. C'est déjà là, ça devient compliqué, puis je suis même pas rendue à la moitié du roman. Fait qu'après ça, elle va se rendre, après qu'elle a réussi sa première étape, après ça, elle va se rendre au Palais des Nains, où, là, il va falloir qu'elle fasse des affaires, puis là, la madame, elle va être bizarre, fuckée, violente. Tout ça parce qu'elle veut, genre, avoir des jambes, mais c'est même pas son idée à la base, c'est un gars qui l'a, comme, convaincu que ça serait cool qu'elle ait ça. C'est tellement n'importe quoi, là. Genre, sérieusement, il y a beaucoup trop de personnages, il y a des étapes qui ont pas rapport, je trouve pas que c'est bien écrit. Comme, moi, là, il y a une affaire que je déteste, c'est quand les registres de langue se mélangent. J'haïs ça quand c'est écrit en français standard, puis une fois de temps en temps, il y a une petite expression québécoise, il y a un personnage qui s'exprime mal, puis ça n'a pas rapport avec la personnalité du personnage, genre, je sais pas si vous me suivez, mais ça m'horripile, genre, ce style d'écriture-là. Puis là-dedans, ben c'est ça. Puis c'est quand même long, là. Tu sais, c'est presque 300 pages. J'ai encore de la misère à abandonner des livres, là. J'ai vraiment failli. Puis je pense que si j'avais pas fait le week-end à 1000, je l'aurais laissé de côté. Mais là, j'étais comme, ok, je veux atteindre mon nombre de pages. Je me suis forcée, mais là là, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis ça fait moyennement peur, là, honnêtement. C'est plus décevant puis triste pour les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est pas mal ça. Je dirais quasiment que c'est un roman dramatique plus que horreur. Bref, je sais pas si cet auteur-là a écrit, si c'était son premier, s'il y en a écrit d'autres mieux, mais pour moi, ça m'a vraiment pas convaincue. Fait que je vais mettre une note de 1 sur 5. Bon, on enchaîne avec une autre lecture que j'ai plus ou moins appréciée, mais ça, je pense que je sais pourquoi. Donc, c'est pour la catégorie du dernier livre acheté et à ce moment-là, c'était Les Portes du Couvent de Marjolaine Bouchard. C'est une série et le titre du tome 1, c'est Tête brûlée. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre deux personnages importants, Flora Blackburn. On apprend comme vers le tiers du roman, là, finalement, que sa famille est complètement éclatée. Son père s'est enfui, sa mère est partie dans un genre d'hôpital psychiatrique, son frère a pris la fuite lui aussi, et ses 6 sœurs sont décédées dans un incendie dont elle a réussi à s'échapper. Donc elle vit chez sa tante depuis ce temps-là, et sa tante va l'inscrire au couvent où elle va faire son éducation.
Il y a aussi la sœur Irène, c'est une sœur qui a pas encore fait ses vœux, donc je sais pas c'est quoi son titre là, à ce moment-là, mais bon, elle est pas encore tout à fait religieuse là. Et elle enseigne au couvent, c'est l'enseignante de musique, c'est vraiment sa passion. Au début, elle est dans un village sur la côte nord, si je me trompe pas, puis elle va revenir dans Charlevoix, dans Cap à la Baleine. Je suis dans Charlevoix ou au Saguenay, je suis pas sûre, là, mais bon. Euh, J'imagine que ça, dans les prochains tomes, ça sera important. Dans le tome 1, on s'en fout un peu là, de ce bout-là qui est pas au couvent de Notre-Dame du Bon Conseil. Bref, je sais pas si c'est parce que j'ai commencé ce livre-là après avoir lu un gros livre que j'ai apprécié à fond la caisse, puis j'étais comme un peu en genre de book hangover, puis j'embarquais pas. Mais j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai pas aimé, premièrement, le style d'écriture. Je trouvais que c'était comme pas naturel, trop recherché. Là, tu sais, la personne, je pense l'autrice, elle a vraiment pris le temps de choisir les mots. Puis c'est peut-être un peu trop travaillé. Comme, je sais pas si vous avez des exemples en tête de livres qui vous ont donné cette impression-là, mais on dirait que c'est pas naturel, c'est pas fluide à lire. Genre, c'est super, c'est bien écrit, mais il manque un petit peu de senti dedans, je trouve. Et le personnage de Flora est pas tant attachant. C'est difficile de s'attacher à une petite fille de 5, 6, 7 et finalement 8 ans à la fin du roman quand c'est écrit comme une adulte qui parle, tu sais. Si tu me présentes un personnage d'enfant, je veux qu'elle s'exprime comme un enfant, tu sais. Je veux pas qu'elle s'exprime comme la sœur qui a des études, là. Ça me fait bizarre. Puis on la met vraiment dans des conditions comme on veut avoir pitié de Flora là, tu sais, c'est ça que l'autrice elle veut qu'on ressente, puis on dirait que moi c'est un peu trop forcé pour que j'embarque. Je pense pas que c'est vraiment mauvais, je pense juste que c'est pas mon style. Puis c'est peut-être pas arrivé non plus à un moment où j'étais super ouverte à découvrir un nouveau style. Je lis pas tant d'historique dans la vie. Fait que c'est ça. Je vais comme mettre un 1.5. Non, je vais mettre 2 là, parce que justement, il y a une grosse partie de moi là, qui fait que j'ai moins aimé ça, mais c'est ça. C'est moyen. J'ai lu ensuite le plus petit livre de ma pile à lire, qui était Le Pelleteur de nuages de Simon Boulris et les illustrations de José Bisaillon. J'avais vraiment pas lu le quatrième de couverture, fait que j'avais pas d'idée de qu'est-ce que c'était pour parler. Dans ma tête, c'était pour parler un peu d'un garçon rêveur, de la poésie, de... Je sais pas. J'avais cette impression-là, surtout que Simon Boulris, c'est quand même un auteur qui prône ce genre d'attitude à l'enfance, l'émerveillement, la rêverie. Donc je m'étais dit, ça va parler un peu de ça me plaisait. Mais j'avais tort! Ça parle du vitiligo. Donc, le vitiligo, c'est une condition physique là, qui fait des taches là, sur ta peau, à se tache en fait. Puis, je pense que c'est par rapport à la mélamine là, que tu as dans. Mélanine? Je sais jamais c'est quoi le mot pour le truc de peau, puis pour le meuble. Genre, en tout cas, le bon mot là pour la peau. Puis bref, t'as des taches sur toi et le petit gars est atteint de ça, Elliot, et il vit plus ou moins bien avec ça, j'imagine, comme il est quand même jeune. Puis c'est comme une métaphore aussi sur les nuages. Puis j'ai vraiment aimé ça cette lecture-là. Ma dernière lecture de Simon Boulris m'avait pas trop enchantée. Mais je trouve qu'il s'est bien rattrapé avec ça. C'est un bel album jeunesse. Je vais certainement le lire à mes futurs neveux et nièces et ou enfants. J'ai vraiment aimé ça. Je lui mets un 4 sur 5. On arrive au plus gros livre de ma palle et certainement mon coup de cœur du mois d'avril, Le Plongeur de Stéphane Larue, publié chez Le Cartanier. C'est vraiment bon. C'est difficile à expliquer pour que ça ait l'air bon, parce que en gros, c'est un gars, Stéphane, qui habite à Montréal, est au cégep, a des problèmes de jeu, donc il n'y a pas d'argent, parce qu'il dépense tout le temps dans les machines, et il va se trouver un emploi dans un restaurant où il va faire la plonge. Donc, c'est pas mal ça, l'histoire. On va le suivre à travers comme ses shifts au restaurant et aussi les gens qu'il va rencontrer là-bas, les
Moments où il va jouer, quand il essaie de résister à son addiction et son quotidien qui s'empoisonne un peu à cause de son addiction. Puis tu sais, lui, il va un peu fuir dans le travail, son addiction, parce que quand il travaille, il pense pas à jouer. Puis quand il est avec ses amis, il va pas jouer. Fait que c'est comme ça lui va bien, mais il peut pas être 100% du temps au travail, ni avec les gens du travail. Marie-Pierre, une amie à moi, surtout d'Internet en fait, m'a recommandé d'écouter le podcast de Jay du Temple avec Bob le chef avant de lire Le Plongeur. Ce que j'ai fait, puis je recommande moi aussi ça parce que c'est un... Bob le chef est dans le livre et il parle de l'univers de la cuisine et de ce roman-là, puis ça donne vraiment envie de le lire. Je trouve que ça teinte vraiment ça teinte de réalisme, ce livre-là, puis déjà qui est super réaliste, on dirait qu'on peut juste plus plonger dans l'univers. J'ai jamais lu un livre qui parlait de vaisselle sale avec autant d'enthousiasme. Je passais là, 25 pages, puis il parle juste de crasse de chaudron, puis je suis comme... donne-moi en plus, là, j'aime vraiment ça. J'ai tellement aimé ce livre-là que je faisais exprès de pas lire beaucoup à chaque jour pour étirer ma lecture. J'étais tellement immergée dans cet univers-là. J'ai vraiment adoré. Puis ça, c'est un genre de livre qui pourrait plaire à tout le monde parce que c'est pas spécifique, là, c'est à un genre littéraire. C'est super bien écrit. Puis moi, j'ai un petit côté voyeur là, dans la vie. Là. J'aime ça, avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans des univers auxquels j'ai pas accès, comme les cuisines de restaurants. Puis ça, ben, ça comble ce petit côté-là chez moi. Ça sera sans surprise pour vous si je vous dis que je donne 5 sur 5 au plongeur de Stéphane Larue. Prochaine catégorie, c'était une catégorie de localisation. Donc, pour moi, c'était 4e tablette, 10e livre. Et à cet endroit-là se trouvait Le cœur de la baleine bleue de Jacques Poulain, publié chez Bibliothèque québécoise. Pour moi, c'était une relecture parce que c'est un roman que j'ai dû lire en lecture obligatoire au cégep. J'en gardais aucun souvenir, honnêtement. En ouvrant le livre, j'étais comme « Ah oui, ça me rappelle de quoi ça parlait. » C'est vraiment beau comme livre, comme écriture. C'est très philosophique, très dans la contemplation, je trouve. Donc... c'est l'histoire de Noël, qui est un écrivain qui va subir une greffe de cœur et le cœur qu'il obtient provient d'une jeune fille. Et là, il va avoir l'impression que sa vision du monde change. Puis là, il va avoir comme un peu une conversation avec cette fille. Est-ce que elle existe ou c'est un fantôme? On n'est pas trop sûr. On dirait que ça m'a fait la même chose les 2 fois que je l'ai lu. On dirait que ça m'a envoûtée, puis je sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre-là. Je suis juste comme... Je me suis laissée porter. C'était agréable, puis j'en retire comme juste une impression, mais pas vraiment une compréhension de ce livre-là. Je l'ai aimé. Je sais pas pourquoi je vous le recommanderais, mais si vous êtes à la recherche d'un livre qui transporte... plus que fait découvrir, comprend, être plongé dans une histoire, ben, je vous conseillerais Le cœur de la baleine bleue de Jacques Poulain. Pour moi, je vais lui mettre un 3.75 sur 5. Prochaine catégorie, c'était le livre le plus vieux de votre pile à lire. Et moi, c'était Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenue, publié chez La Mèche. Donc, c'est un livre que ma mère m'avait passé cet automne. J'avais vu le film, j'avais vraiment aimé ça. Je sais pas si j'ai plus aimé le livre ou le film. Je pense que honnêtement, j'ai préféré le film. Comme, c'était vraiment bien le livre. Ah, je viens tout le temps pour dire mon opinion avant de vous dire de quoi ça parle, là. C'est mauvais réflexe, là. Dans le fond, cette histoire-là, c'est Aïcha qui est comme en interrogatoire. On sait pas trop pourquoi au début, puis c'est un peu... c'est ce qu'on découvre au fil de l'histoire. Et elle nous parle de sa relation avec un gars dont j'ai oublié le nom. Puis aussi avec son ex-beau-père et sa mère et avec les autres jeunes de son âge. Puis on va découvrir une petite fille qui a un quand même pas pire lourd passé, qui l'a perturbée, qui a probablement amené des conditions psychologiques graves. Peut-être pas irréparables, mais pour l'instant, c'est pas contrôlé. L'écriture est vraiment
moi, ça me plaît parce que c'est écrit comme on parle. On a vraiment l'impression d'être dans un gros dialogue, d'être quasiment la personne qui pose les questions à Aïcha. Parce que c'est toujours ses réponses. Fait que tu imagines l'autre question puis la réaction de la personne qui pose. Ça, c'est vraiment bien, là, en fait. Là, tu sens que la personne qui a posé la question, elle a réagi. Puis c'est probablement comment toi t'aurais réagi si elle t'avait dit ça. Fait que ça te met dans une drôle de position. Tu sais, des fois, il y a des adaptations en film que on perd un peu le psychologique du personnage, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas dans cette adaptation-là. Je recommande les deux œuvres. Tu sais, on peut apprécier les deux. Ils ont chacune leur force et leur faiblesse. C'était vraiment une chouette lecture et je lui mets un 4 sur 5. Avant-dernière catégorie, c'était la catégorie Funky, un livre lu dans sa cuisine. Et moi, j'avais choisi de lire la poésie complète de Émile Nelligan, publiée chez Typo. C'est une collection ou une maison d'édition? C'est une maison d'édition. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Premièrement, l'expérience de lire dans la cuisine est quand même assez drôle. C'est pas un endroit où t'as l'habitude de te concentrer. Fait que ça, c'était quand même drôle pour l'expérience. J'ai pas été capable de le faire au complet. Là. J'ai comme triché en disant que je mange des fois dehors l'été, fait que j'avais le droit de le lire dehors parce que j'étais juste plus capable de lire dans la cuisine. C'est parce qu'aussi dans la cuisine, il y a plein de bruits. Tu sais, il y a le bruit du frigo. Là, si tu fais cuire quelque chose, il y a des odeurs. Il y a le maudit lavabo. Comme il y a plein de distractions. Pour revenir à Poésie complète de Émile Nelligan, il y a une partie du livre, comme il y a une préface quasiment qui fait le 100 pages, où on va parler de la vie de l'auteur par des gens qui l'ont connu. On dirait que j'aurais aimé avoir aussi une portion analyse, où tu sais, qu'on m'aide à faire le lien un petit peu mieux entre l'œuvre puis qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Ça, j'aurais vraiment apprécié. Hey, le soleil sort, yeah! Ça, j'aurais vraiment apprécié. Ils l'ont fait un peu, mais ça m'a perdu moyennement embarqué. Les poèmes sont divisés par catégories thématiques. Ça fait un peu drôle à lire d'un bout à l'autre parce que là, un moment donné, t'es comme ok, là, c'est bon, il me parle de son enfance. Ça fait 10 poèmes qu'il écrit sur son enfance. J'ai compris le principe. On peut changer, mais tu sais, c'est comme ça que c'est organisé. Fait puis je pense pas que c'est que les gens font comme moi puis essaient de le lire genre en quelques jours, là. J'ai l'impression que c'est plus comme un ouvrage de référence où tu en lis quelques-uns, t'attends 3 mois puis t'en relis quelques-uns. C'est plate à dire parce que c'est comme un monument à Émile Nelligan, mais j'ai pas retenu grand-chose. C'est comme... Je sais pas, c'est pas une poésie qui m'a rejointe. C'est pas... c'est pas mon style, je pense. Tu sais, c'est vraiment pas contre la personne, c'est vraiment pas contre son écriture, là, c'est magnifique, puis les mots sont bien choisis, puis je comprends pourquoi ça a passé à l'histoire, mais pas pour moi. Que je vais lui mettre un 3 sur 5. Dernière catégorie, c'est un livre procuré grâce à Booktube, et moi j'avais dans cette catégorie 13e Avenue de Geneviève Peterson et les illustrations de François Vigneault. C'est le tome 1 et c'est publié chez La Pastèque. J'ai vraiment hâte qu'il y ait un tome 2. Donc dans cette histoire, on va suivre... j'oublie tout le temps le nom des personnages principaux là. Un petit gars qui va devoir déménager à Montréal en plein milieu de l'été parce que son père décède et sa mère décide de changer de ville, changer d'air. Elle a besoin de s'éloigner de tout ça. Donc, il va déménager en plein cœur de Rosemont. C'est sûr que pour lui, c'est difficile de se faire des amis parce que sa mère, elle travaille tout le temps. Je pense qu'il a 12-13 ans. Il rentre au secondaire. Fait que là, en plus, c'est ça, il connaît pas de monde du primaire avec qui il pourrait se tenir. Il connaît pas non plus de monde du secondaire. C'est l'été. C'est difficile. Fait qu'il va se faire ami avec son voisin d'en haut. Et ce voisin-là va l'amener vers d'autres personnes, et puis là, il va se faire un mini-cercle d'amis. Ce qui est le fun dans ce livre-là, c'est que les personnages sont vraiment attachants, puis on se sent à Montréal. Tu sais, si vous avez habité à Montréal, habitez toujours, ou connaissez bien la ville, ou aimeriez la découvrir, c'est vraiment, retrouve l'ambiance, la chaleur, les rues, l'espèce de convivialité. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis, la fin est vraiment cliffhanger, là. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer parce que c'était un doute que j'avais depuis
quelques pages quand même, là, ça, tu sais, quelques dizaines de pages. Et là, quand on arrive au punch, genre, ok, je savais, puis je veux trop savoir pourquoi, comment. C'est vraiment bien. Tu sais, quand vous regardez la couverture, je crois pas que ça donne une impression de qu'est-ce qui va se passer dans la bande dessinée. Mais j'ai vraiment pas envie d'en dire plus parce que j'ai envie que vous la lisiez. Je peux, comme c'est une bande dessinée, je peux quand même vous montrer quelques dessins. C'est vraiment un style cartoon. Moi, j'aime ça. C'est peut-être pas mon style préféré, mais l'histoire, elle vaut la peine. Donc, pour 13e Avenue de Geneviève Peterson, je lui mets un 4 sur 5, je pense. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à la commenter, la partager et la liker. Oui. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la petite cloche. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt.